Le poste frontière de Wagah est célèbre pour la cérémonie s'y déroulant chaque soir. Des centaines de curieux viennent assister à la remise de drapeaux entre militaires indiens et pakistanais. Hélas, je n'y assisterai pas. Je compte passer la nuit au Golden Temple, lieu sacré des Sikhs dans leur capitale, Amritsar. Dans le temple, on peut manger et dormir gratuitement en compagnie de milliers de pèlerins, curieux ou touristes venus dans ce lieu. Bel exemple de charité qu'offrent ces Sikhs barbus et imposants, aux turbans et parfois armés de lances. Et plus que tout cela, c'est le spectacle de tant de beauté et de spiritualité réunis qui rendent cette soirée en un moment que je ne suis pas prêt d'oublier. Les chants et prières hypnotisantes, les Sikhs se baignant dans le bassin en nectar et se rendant dans le temple même, et le feu d'artifice dans la nuit valent largement le fait de devoir porter un foulard orange sur la tête. Les jours suivants seront moins intéressants, dans la chaleur moite et le trafic dense et infernal de l'Inde. J'arrive dans l'Himachal Pradesh. Les paysages se font plus vallonnés. J'entre progressivement dans la haute montagne. Je compte emprunter la Manali Leh Highway et franchir plusieurs cols à plus de 5000 mètres pendant qu'il en est encore temps. C'est déjà début septembre et le climat devient très aléatoire. Je rencontre un Californien et un Danois, Jeff et Martin. Tous deux ont déjà de longues expériences derrière eux. Nous roulerons 3 semaines ensemble à travers le Ladakh. Nous rencontrerons d'autres cyclistes, comme Ajay et Sanjay, ou encore les Suisses Nadine et Gaëtan, avec qui j'avais pris contact avant de partir. La route désertique rejoignant Leh, la capitale ladakhi, est magnifique. Mais les coulées de boue du début du mois d'août se laissent encore des traces, et nous devons faire un détour de 100 km dans les gorges de la ville. Nous sommes charmés par la beauté spirituelle des paysages et de la culture ladakhi, un véritable Tibet indien. Depuis quelques jours, Leh et ses 30 000 habitants nous apparaissent comme une sorte de véritable paradis dans lequel nous pourrions enfin prendre une douche, réparer nos pépins mécaniques, alterner entre nourriture occidentale, indienne et ladakhi, nous reposer et surtout faire notre autorisation pour la vallée de la Nubra et le Pangong Tso, lac frontalier du Tibet chinois. Ensemble, nous franchissons le Kardungla, qui se proclame à tort comme le plus haut col du monde. Au lieu de 5602 mètres, le col n'est qu'à l'altitude ridicule de 5352 mètres. Nous basculons dans la Nubra, vallée magnifique. Puis nous bifurquons à l'est. Le trafic est moindre, les touristes sont très rares. Les paysages sont à couper le souffle, l'asphalte est relativement bon, les villages exceptionnels, et la culture traditionnelle ladakhi y est formidablement préservée. C'est un véritable paradis. Un conte de fées que seuls 2 nouveaux cols à plus de 5300 mètres viennent nous extirper. Le Changtang. Dans cette vallée perdue à plus de 4000 mètres, au fin fond du Ladakh et à très faible densité humaine, les loisirs ne manquent pas.
il y a un mini-golf ou encore un club de hockey sur glace. Difficile à croire, pourtant ces activités sont réservées aux nombreux militaires postant dans cette région. On est ici dans une zone stratégique, proche du Pakistan, mais aussi de la Chine, avec qui l'Inde s'est violemment opposée en 1962, perdant une partie de ses territoires Ladakhi. Martine me parie que l'on trouvera un casino au lac de Pangong. Le soleil fait son retour après une journée de neige, il y fait même chaud. Hélas, au lac, pas de casino, mais c'est le village modèle de Probang qui retient notre attention. Nous ne pouvons pas monter le Marsimikla, à plus de 5580 mètres d'altitude, même si le laxisme des militaires indiens me persuade qu'il est possible aux cyclistes, même démunis d'une autorisation, de le franchir. À la place, nous préférons une partie de pétanque dans ce cadre exceptionnel. Il y a le lac, du sable, des cailloux ronds pour servir de boule. On se croirait à la plage. Une plage à 4200 mètres d'altitude. Il ne reste plus que les femmes en bikini. Ok. Fier représentant de ma chère France, je sors donc vainqueur malgré une remontée finale de Martine. Nous ne voulons pas effectuer le trajet retour à vélo. Et nous voilà déjà de retour à Leh, en jeep, après l'échec de l'autostop. J'avais réservé un billet d'avion pour Delhi, histoire de profiter plus longtemps du Ladakh, quitte à effectuer de plus courtes distances. Je ne regrette rien. Non, rien de rien. Non, je ne regrette rien. Ni le bien qu'on m'a fait, ni le mal. Tout ça m'est bien égal. Salut. Alors je suis à Leh, à 3500 mètres d'altitude, juste à côté de la stupa construite par un japonais il y a je ne sais pas combien d'années, récemment. Alors fin septembre, c'est une ville qui est évidée de ses touristes. Il y en a encore quelques-uns, mais c'est beaucoup plus calme, je pense, qu'au mois d'août. Mon voyage est quasiment terminé. Alors j'ai vraiment apprécié le Ladakh. Il me reste peut-être 2% de mon voyage à accomplir, je pense au Taj Mahal. Plus que le fait de voyager en leur compagnie, Jeff et Martine m'ont fait partager leurs expériences, leurs nombreuses anecdotes et leurs connaissances de voyageurs cyclistes reconnus, le tout dans une ambiance bon enfant. C'est certainement l'une des plus belles rencontres de mon voyage. Je ne regrette donc en aucun cas de ne pas avoir pu profiter pleinement de l'hospitalité Ladakhi et de me faire inviter. À 3, il est très difficile de se faire obtenir une invitation à dormir, voire même de boire un thé. Mais les sourires et la joie de vivre exceptionnelle de ce peuple m'incitent à retourner un jour dans une région de culture tibétaine. Peut-être que l'influence de Jeff et de Martine, qui sont passionnés, n'y est pas étrangère. Il me reste 4 jours dans la plaine indienne. Voilà la chaleur et le trafic. Néanmoins, je décide de prendre les petites routes. Je suis dans une Inde plus pauvre, plus rurale, où se mêlent les couleurs, notamment les vêtements des femmes travaillant dans les champs et portant sur leur tête des récipients parfois volumineux. L'Inde dans toute sa diversité. Je suis dans une région à forte minorité musulmane, et que les gens soient hindous, sikhs ou musulmans, tous m'accueillent chaleureusement. Voilà à nouveau sur les grandes routes, histoire de visiter rapidement Fatehpur Sikri, la capitale éphémère de l'empire moghol sous Akbar au XVIe siècle. J'arrive à Agra, ville au trafic infernal parmi lequel je zigzague pendant plusieurs dizaines de minutes interminables. J'aperçois le monument emblématique de la ville, le Taj Mahal, mausolée construit au XVIIe siècle par le Shah Jahan pour son épouse défunte.
Je n'ai pas le temps ni le budget de visiter la plupart des monuments de la ville comme le Soir Rouge. Je dois retourner à Delhi. Après avoir été considéré comme un terroriste malodorant dans l'aéroport et dans l'avion, me voilà de retour, plein de souvenirs en tête, mon regard déjà tourné vers d'autres horizons.